Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois, s'il vous plaît, Madame Amel Sebti, life coach, hypnothérapeute et psychothérapeute parmi les meilleurs dans son domaine, si ce n'est pas la meilleure. On va parler aujourd'hui de l'inconscient, le pouvoir de l'inconscient. Qu'est-ce que l'inconscient? À quoi sert-il? Comment nous influence-t-il? Et comment reprogrammer l'inconscient? Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Bonjour Madame Sebti. Bonjour Manel. Ça va, vous allez bien? Très bien, je vous remercie et bonjour Bruxelles. Bonjour le Maroc. Vous êtes de quelle ville, Madame Amel? Je suis à Casablanca, je suis basée à Casablanca. Casablanca, comment ça se passe à Casablanca actuellement? Ce serait indécent de dire bien vu la conjoncture mondiale, mais relativement bien. Relativement, bien. de mieux en mieux, on va dire. Alors, Madame... De mieux en mieux, à tout point de vue. De mieux en mieux, alhamdoulilah. Alors, Madame Amel Sebti, c'est votre première et je suis très, très contente de vous recevoir et je tiens à vous remercier d'avoir accepté mon invitation. C'est très gentil. Merci à vous, Manel. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de participer à cette émission avec vous. Merci beaucoup. Alors, Madame Amel, on va parler de l'inconscient. C'est quelque chose qui est assez troublant, c'est l'inconnu, c'est inquiétant. Mais avant de rentrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Madame Amel Sebti, parce que nos auditeurs ne vous connaissent pas encore? Ok. Eh bien, vous l'avez dit, je suis psychothérapeute, hypnothérapeute et tout ce qui a trait au développement personnel, je pense l'avoir exploré à un moment donné ou à un autre de ma vie. J'ai d'abord commencé par la médecine et mon histoire de vie, elle m'a menée, donc j'ai fait des études de médecine, etc. Mais mon histoire de vie, elle m'a menée ces dernières années à justement découvrir l'inconscient et le pouvoir de l'inconscient. C'est intéressant quand vous m'avez dit le thème de cette émission. J'avais envie de vous remercier parce que ça a l'air tellement évident et pourtant dès qu'on commence à réfléchir à ce que c'est l'inconscient, eh bien c'est ma rencontre avec l'inconscient qui a déterminé la deuxième partie de ma vie aujourd'hui et qui fait que je pratique ce que je pratique. J'espère avoir répondu. Et puis je suis maman également. Maman. D'accord, Madame Amel Sebti, je viens de recevoir un message d'un auditeur qui nous regarde via le site arabelle.fm et il me dit je ne la vois pas bien. Donc si vous voulez bien vous centrer un peu au milieu de la caméra, comme ça on sait vous voir plutôt de l'autre côté, Madame Amel, plutôt de l'autre côté. Là vous vous éloignez un peu. Donc, Madame Amel Sebti, le temps que vous réglez un peu votre caméra, plutôt de l'autre côté, voilà. Madame Amel Sebti, si vous voulez bien, s'il vous plaît, commencez par nous donner une explication simple de l'inconscient. Qu'est-ce que l'inconscient pour vous? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un ami, c'est un ennemi? C'est parfait, voilà. Là, vous l'avez bien centré. Qu'est-ce que l'inconscient, Madame Amel Sebti? C'est magnifique. C'est en même temps un ami et un ennemi. Ah. C'est un étranger, c'est le copilote. Si je devais, c'est impossible pratiquement, et d'autres s'y sont essayés avant moi et je n'ai pas la prétention d'y arriver, d'autres se sont essayés avant moi à définir l'inconscient en un mot. En fait, l'inconscient, c'est en même temps un ami qui peut à terme se transformer en ennemi. C'est un étranger qui vit chez nous, à l'intérieur de nous en permanence, mais qu'on ne voit pas. C'est nous, c'est l'autre nous à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est quelque chose ou c'est une partie, par exemple, du cerveau qui connaît plus de choses de nous que nous-mêmes? Waouh, c'est intéressant. Alors, le concept de l'inconscient, vous savez, il a été, bien sûr c'est Freud, hein, tout le monde sait que la naissance même de la psychanalyse et du concept psychanalytique, de la démarche psychanalytique, c'est Freud qui l'a déterminé le jour où il a donné un nom à l'inconscient, mais il ne l'a pas inventé.
L'inconscience a existé, depuis les philosophes, depuis Platon, on se questionnait sur qu'est-ce qui fait qu'il y a une partie de nous qu'on commande, qu'on voit, qu'on connaît, qu'on ressent, qu'on comprend, qu'on choisit, et il y a une partie de nous qui agit d'une manière qu'on ne peut pas expliquer ou commander. Et bien, l'inconscient, c'est cette partie de nous qui n'a pas accès à notre champ de conscience, mais en même temps qui nous porte, qui nous commande, qui nous dirige et qui nous fait interpréter le monde. Qui nous fait interpréter le monde. Alors, Madame Amel Sebti, selon votre expérience personnelle, pendant vos séances de coaching ou alors comme quand vous exercez votre métier de psychothérapeute ou psychologue, par rapport à vos patients, on va dire, est-ce que vous remarquez que c'est le conscient ou c'est l'inconscient qui agit en général? Alors, quand je vous ai dit c'est le copilote, en fait, nous sommes la présence permanente de ces deux instances en nous. D'ailleurs, il y en a trois, il y a le préconscient également. Nous sommes en permanence inconscients et un inconscient qui s'exprime en même temps. Carrément. Le conscient, c'est ce que nous savons que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous choisissons de faire et nous sommes capables de nous voir en train de faire. L'inconscient, c'est ce qui s'exprime en dehors de notre champ de conscience. C'est-à-dire que moi, je vais voir personnellement sur mon fauteuil, il y a toujours les deux. Je vous disais tout à l'heure, les philosophes, il y a la démarche ontologique et il y a la démarche philosophique qui s'est vraiment beaucoup intéressée à l'inconscient. En fait, l'inconscient, c'est tous les automatismes, c'est toutes les choses que je ne peux pas expliquer. C'est-à-dire la manière dont je m'exprime, les lapsus, les actes manqués, les gestes, les symptômes aussi. Et donc, la personne, elle voit d'elle-même ce dont elle est consciente, mais elle ne voit pas d'elle-même ce qui est en train de se dérouler un petit peu malgré elle. Et donc, Oui, je vous écoute. C'est les deux. Les deux sont présents en permanence en nous et s'expriment en permanence en nous. Est-ce qu'on peut dire, Madame Sebti, que si on comprend mieux l'inconscient, on va être un peu plus indulgent avec les gens? Parce qu'en annonçant cette émission dans le teaser, j'ai dit qu'on peut être un peu plus indulgent avec les gens si on comprend l'inconscient. Merci beaucoup. Alors, oui, le fait simplement de prendre conscience qu'il y a à l'intérieur de nous une instance psychique non accessible à notre conscience et qui nous dirige, rien que pour ça, je ne juge personne. Rien que pour ça, je ne peux juger personne. Maintenant, ne pas tomber non plus dans cette facilité d'aller dans une déresponsabilisation totale, simplement parce qu'il y a un inconscient. Très important. Le fait que l'inconscient ne signifie pas qu'on ne garde pas un libre arbitre. Très important ce que vous dites. Donc, on ne doit pas vraiment... on peut dire tout pardonner, par exemple? On peut tout autoriser et comprendre. On peut pas tout excuser. On peut pardonner, voilà. On peut tout pardonner probablement. C'est-à-dire que rien ne doit être pris comme une offense de l'autre vers nous, mais on ne doit pas tout excuser. Oui. L'inconscient, c'est un petit peu comme si l'inconscient, c'était l'enfant en nous qui s'exprimait, mais en permanence, il y a l'adulte pour choisir l'action. C'est magnifique. Donc, c'est l'enfant qui est en nous, mais c'est l'adulte qui choisit. C'est magnifique. Alors, on va peut-être revenir aussi à l'enfance, Madame Sebti. À partir de quel âge la programmation se met en place et comment? Est-ce que c'est la répétition? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Comment ça se passe? Oui. Alors, c'est une question qui a vraiment interrogé énormément de spécialités. Maintenant, effectivement, l'inconscient, c'est quelque chose qui se mettrait en place. La construction, la structure, l'établissement de cette instance se mettrait en place entre 1 an et 3 ans à peu près. Pourquoi? Jusqu'à 1 an, l'enfant, et c'est un prolongement de la mère, jusqu'à 1 an et demi, etc. L'enfant est dans une dépendance absolue, totale. Il ne se perçoit pas comme existant. Il ne perçoit pas les limites de son corps. Il ne se perçoit pas comme quelqu'un. Sa sécurité, il la prend totalement d'une entité qui est la mère. En fait, la mère, les parents en général,
Les parents en général ou celui qui prend soin de l'enfant ou celui qui l'éduque? La personne qui donne le soin, le caregiver. Mais à partir de 1 an, un enfant, il commence à réaliser qu'il existe, qu'il est lui, même s'il n'y a pas encore la notion du moi. Et d'ailleurs, un enfant, il dit jamais je, hein, il parle de lui-même par son prénom. Mais bah oui, il n'est pas conscient. Oui. Le jeu est une dimension symbolique, mais lui se voit comme un objet. Mais à partir de 1 an, il commence à faire sa première expérience de la vie. Voilà. Et comme il n'a pas les croyances, nous, vous savez, des fois, on vit des choses pour la première fois, mais on a un ensemble de croyances qui fait qu'on est capable d'interpréter ces choses-là. Un enfant de 1 an à 3 ans à peu près, 3-4 ans, mais il n'est pas capable d'interpréter le monde et donc il le construit. Il le construit à l'intérieur de lui. Voilà. Toutes les premières expériences vécues entre 1 an et 3 ans vont participer et contribuer à construire l'inconscient qui est l'image que nous avons de nous-mêmes et du monde. À partir, vous dites de 1 à 3 ans. Est-ce que, Madame Sipsi, est-ce que pendant la grossesse aussi, il y a une partie de l'inconscient qui se construit ou ça n'a rien à voir? Alors c'est très intéressant et il n'y a pas de réponse tranchée. Il y a Jung qui était un disciple de Freud et qui s'est séparé vraiment de la pensée freudienne en amenant un travail sur les archétypes qui a parlé d'un inconscient collectif. Il y aurait un inconscient qui est inscrit dans notre ADN et que nous transportons à travers la culture, le transgénérationnel, l'éducation. Et donc, quelque part, les pensées de nos parents, aujourd'hui d'ailleurs la neuroscience, elle vient confirmer que les pensées, les émotions, etc. de nos parents se transmettent, les comportements se transmettent nous impactent profondément parce qu'ils sont entièrement chimiques et ils impactent l'enfant dans le ventre de sa mère. Et donc, oui, il y a un inconscient collectif, clairement. Quand je vois quelque chose, je la vois à travers mon expérience individuelle, mais je la vois aussi à travers ce qu'on m'a transmis je l'interprète à travers ce qu'on m'a transmis, probablement dans le ventre de ma mère, mais aussi toutes les générations qui ont impacté ma mère. Toutes les générations, oui. Hyper intéressant. Oui. Donc, est-ce que j'ai bien compris? Donc, une grande partie de ma personnalité est construite de 1 à 3 ans. Et c'est un âge où je ne suis pas conscient, on va dire, de ce qui se passe autour de moi. Est-ce que je peux dire que c'est mes parents, par exemple, ou ceux qui m'ont éduquée, sont responsables de ce que je serai quand je serai grand? Alors, c'est une phrase très violente. Très violente. Très... Oui. Oui. Parce que j'ai envie de dire oui et non. Vous savez, moi j'ai fait médecine, hein, donc je suis pétrie de psychanalyse, ce qui a amené à l'échec de l'approche psychanalytique. Je crois profondément en la psychothérapie et davantage qu'en la psychanalyse, parce que ce qui a amené l'échec de la démarche psychanalytique, c'est un petit peu aller pendant très longtemps explorer l'inconscient en recherchant le coupable. Ah. Le parent a effectivement façonné l'enfant, mais lui-même il a été façonné. Est présent dans son rôle à travers son propre inconscient. Responsable, oui, coupable, non. Responsable, oui, coupable, non. Donc, il faut éviter ce sentiment de culpabilité. Justement, je vous ai posé cette question-là pour essayer de... parce qu'aussi dans cette émission, j'avais parlé des 5 blessures de l'enfance et je répétais tout le temps avec Bouchra Sarour, expert psychosocial, qu'il ne faut pas se culpabiliser, se dire c'est de ma faute. C'est nous-mêmes, on a été, on va dire... formaté, on peut dire les choses comme ça d'une façon, on n'est pas, voilà. Donc, Madame Amel Sipti, j'aurais une question, mais si vous permettez, après la pause, ça va être la différence entre l'inconscient et le subconscient. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore, si vous permettez. On se retrouve juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, on parle de l'inconscient, le pouvoir de l'inconscient. Avant la pause, Madame Amel Sipti nous a expliqué qu'est-ce que l'inconscient. Elle va nous expliquer à quoi sert-il, comment nous influence-t-il et comment reprogrammer l'inconscient. Je rappelle nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D.
Pour répondre à ces questions, je reçois en direct du Maroc, Casablanca, Madame Amel Sebti, life coach, hypnothérapeute, psychothérapeute, je le répète, parmi les meilleurs dans son domaine. Rebonjour, Madame Amel Sebti. Bonjour Manel et merci pour ces jolies fleurs matinales. C'est sincère. Alors, Madame Amel Sebti, j'ai reçu une question de Fadoua qui vous demande, s'il vous plaît, on m'a toujours répété que je n'étais pas belle. Elle dit, quand j'étais enfant, ma maman ne me trouvait pas belle et donc je l'ai enregistré cette information, je ne me trouve pas belle quoi que je fasse. Elle a déjà subi 2 chirurgies esthétiques et donc elle se demande qu'est-ce que je dois faire, comment je pourrais surmonter est-ce qu'on peut dire c'est une pensée limitante, Madame Amel Sebti? C'est une croyance. C'est une croyance. Oui, vous savez, comment est-ce que... Vous m'avez dit parmi les choses que j'aurais aimé vous utiliser comme définition de l'inconscient, c'est la mémoire à long terme. Ah. Vous savez, pour se souvenir, il y a 3 niveaux de mémoire et des choses dont on se souvient, qu'on va les utiliser vite, etc., dans notre domaine pratique. Il y a des choses dont on se souvient qu'on va garder très longtemps, mais voilà, si on s'en souvient pas, si on n'y pense pas, on les reconvoque pas, elles vont pas émerger. Et il y a une espèce de mémoire à long terme qui va se cacher dans notre cerveau émotionnel. Comment est-ce qu'on construit cette mémoire-là? C'est quand on développe une perception, une pensée, etc., et en même temps une émotion. Si on a dit à cette dame, quand elle était toute petite, tu n'es pas belle, et que ça lui a généré une émotion, par exemple, de rejet, de peur, de honte, de je ne sais pas quoi, elle va créer une espèce de dossier, de fichier qui va s'inscrire dans sa mémoire et qui va être, et c'est comme ça qu'on crée une croyance, c'est à force de répéter, et qu'elle va remobiliser inconsciemment quand elle est dans des moments de sa vie où elle a besoin de cette information-là. Et donc l'idée, je vais me perdre, mais je suis obligée de dire ça. Il n'y a aucun souci, je vous écoute. Tout à l'heure, vous m'avez dit où est-ce qu'il est l'inconscient. Vous savez, avant les neurosciences, on pensait que l'inconscient, il était dans les noyaux sous-corticaux. Notre cerveau, il y a une partie qui est corticale, donc une partie noble, le cerveau qui réfléchit, etc. Et une partie archaïque, une partie reptilienne, qui est le cerveau sous-cortical, le cerveau de nos ancêtres. Avant, on pensait que l'inconscient, il était dans le cerveau sous-cortical et que le conscient, il était dans la partie noble, qui est la partie qui peut raisonner, réfléchir. Maintenant, on sait que c'est pas vrai. On sait que l'inconscient, c'est des connexions de même que le conscient entre ces 2 parties. Alors, imaginez que cette dame, elle a utilisé sa partie consciente pour une information, j'en sais rien, qui a besoin qui est connectée à la croyance de comment elle se perçoit, quelle est l'image qu'elle a d'elle-même. Et bien, c'est comme une espèce de joker qui va sortir en permanence, je suis pas belle. Ça, c'est pour dire que c'est quelque chose qui est très présent quand on nous a mis une croyance à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui va sortir de manière consciente et de manière inconsciente. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis responsable. J'ai la responsabilité de prendre conscience de cette croyance-là, du tort qu'elle me fait et de la réparer. Le propre d'une croyance, c'est qu'on peut elle s'est construite. Elle n'est pas innée, elle est construite. Oui. Eh bien, comme elle a été construite, on peut la déconstruire. Donc, recréer avec de nouvelles perceptions et de nouvelles émotions un nouveau dossier qui va aller rentrer dans notre mémoire et ne jamais la quitter. Elle peut, excusez-moi, Madame Sebti, est-ce qu'elle peut faire ce travail elle-même avec l'autosuggestion, par exemple, ou elle doit consulter un psychologue, par exemple? Alors, chacun est libre de lui-même. Chacun est libre de lui-même. Et donc, elle peut le faire, elle peut essayer de le faire elle-même et le faire elle-même. Et parfois, ça marche. Parfois, quand c'est beaucoup plus ancien, plus ancré, le mieux, c'est d'être accompagné par un psychothérapeute. Vous avez dit des affirmations, des suggestions, oui. Le cerveau est très suggestible et l'inconscient particulièrement. Je vous disais tout à l'heure, c'est l'enfant. D'ailleurs, on parle beaucoup d'enfant intérieur depuis quelques années. La notion d'enfant intérieur, c'est rien d'autre que l'inconscient. On parle d'enfant intérieur parce que l'inconscient, il comprend un langage simple. Il ne comprend pas le langage complexe. L'inconscient, un peu comme un enfant de 1 à 3 ans. Si elle dit des choses compliquées à son inconscient, probablement il ne l'entendra pas. Mais par contre, si elle arrive à passer un message simple, il ne comprend pas le temps, par exemple, il ne comprend pas la négation,
Donc, le concept le plus simple possible, associé à une émotion, parce que c'est très bien de dire je suis belle, je suis riche, tout me réussit, j'ai confiance en moi, mais ça fonctionne pas, ça reste vraiment très superficiel s'il n'y a pas l'émotion avec. Et tout le travail de développement personnel ou le travail psychothérapeutique ou le travail, enfin, vous voyez, eh bien, c'est quelque chose qui se fait dans le temps et la répétition. C'est le temps, la répétition, et jusqu'au moment où on arrive à contacter l'émotion. Jusqu'au moment. Donc, vous lui conseillez, quand elle fait, par exemple, l'autosuggestion, d'associer ce qu'elle dit avec des émotions. C'est inutile de se répéter des phrases qu'on ne ressent pas. C'est bien ça? Capable. Voilà. L'idée, c'est que, d'abord, je ne conseille pas, je suggère. Oui, voilà, vous suggérez, d'accord. Je suggère vraiment au moment des affirmations, d'abord créer un environnement positif. Pardon, j'essaie de connaître. Il n'y a pas de souci. Donc, je rappelle nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. A-S-T-A-F-E-E-D. Et je reçois en direct du Maroc Madame Amel Sebti, psychothérapeute, hypnothérapeute, life coach, parmi les meilleurs dans son domaine, si ce n'est pas la meilleure. Madame Amel Sebti, j'ai reçu une question d'une maman qui dit « J'ai des fois recours à la violence avec mes enfants. Par moment, ça m'arrive de les insulter et de leur donner une petite fessée. Et je me demande si c'est une méthode d'éducation, on va dire, entre guillemets, elle est passable. Est-ce que c'est faisable ou pas ?» Donc, elle se culpabilise, la maman. Ok. Alors, je suis totalement contre le fait de toucher à l'intégrité physique d'un enfant. L'intégrité physique d'un enfant, vous dites. Le corps d'un enfant est son territoire, son périmètre de sécurité, et il devrait être formellement interdit de toucher cette intégrité. Si l'enfant ne comprend pas, l'enfant ne fait pas la différence au départ quand il est tout petit, il ne fait pas la différence entre une caresse et un coup, il comprend simplement qu'on a le droit de violer son corps, de toucher son corps. La violence, la notion de punition, je fais moi-même partie d'une génération qui a grandi avec la notion de punition. La notion de punition, elle crée la peur, elle crée le traumatisme, elle crée l'instinct de survie, donc le désir de ne plus se faire prendre. Elle ne crée pas la remise en question, le désir de grandir, de s'améliorer, d'apprendre. On apprend par la métacognition, on apprend par la conscience de nous-mêmes, par le regard que nous portons sur nous-mêmes. Et donc, ça ne peut pas se faire si on a peur. Ça ne peut pas se faire si on a peur, si notre sécurité est violée. Donc, je ne porte absolument pas de jugement sur cette maman. Elle fait ce qu'elle a appris à faire. Mais ce que je dis, c'est qu'à tout moment, nous pouvons changer. C'est la bonne nouvelle. Nous pouvons changer et nous pouvons quasiment tout, absolument tout changer, sauf nous-mêmes, évidemment. Mais nous pouvons tout changer, c'est-à-dire notre manière de nous comporter avec notre enfant, de voir notre enfant, de le percevoir et de communiquer avec lui. Alors, vous avez... Pardon. Oui, je vous écoute. Quelle était la question en fait? Alors en fait, c'était une maman qui dit qu'elle a recours à la violence, aux insultes de temps à autre avec ses enfants. Mais vous avez dit quelque chose qui est hyper intéressant et ça m'intrigue. Madame Sebti, la punition, c'est même le fondement de l'éducation dans la plupart des familles, si ce n'est pas la majorité. Et même on voit des émissions télé par moment, on fait appel à des psychologues, à des spécialistes qui viennent rendre visite à la famille, constater ce qui se passe et essayer d'apprendre aux parents à mieux éduquer leurs enfants. Et on voit même que le spécialiste fait appel à la punition par moment. Et comment faire comprendre, votre méthode, Madame Sebti, comment faire comprendre à un enfant qu'il a, par exemple, fait une bêtise sans avoir recours à la violence psychologique ou physique? Ni verbal, ni psychologique, ni physique. Je vous disais tout à l'heure que là où il y a une émotion, là où on déclenche une émotion, il y a toutes les chances pour que on crée un dossier mémoire, on appelle ça une empreinte mnésique, une cicatrice mnésique qui ne s'effacera jamais. Et donc, la punition, la récompense aussi d'ailleurs, sont des manières de créer une cicatrice mnésique, mais comment l'inconscient se forme? Il se forme par un ensemble de symboles.
il vit un événement, une expérience, donc il y a une perception physique, sensorielle de l'expérience, mais également des interprétations de cette expérience-là. Si je punis mon enfant, je lui passe le message que c'est mal, qu'il s'est trompé, qu'il a mal fait, qu'il est mauvais, etc. Et donc je crée un dossier dans lequel je lui dis: tu n'as pas le droit de te tromper. Si tu fais mal et que tu es attrapé, tu vas souffrir. Enfin, Oui. entre guillemets. La fessée, la violence verbale, psychique, etc., tu vas souffrir. Or, nous sommes totalement et fondamentalement, c'est comme ça que notre espèce, elle a survécu, nous sommes programmés pour éviter et fuir la souffrance, voyons. Donc, si d'abord je crée des croyances, c'est que telle expérience est liée à une souffrance, qui est parfois simplement l'expérience de la responsabilité. Vous savez, un enfant, il teste quelque chose, il essaye d'explorer une conséquence à une action, c'est la responsabilité. Je vais voir si je suis capable de, si je peux. Oui. Donc, et s'il associe cette expérience de la responsabilité à la douleur, comment voulez-vous qu'il soit responsable après, puisque à chaque fois qu'il voudra expérimenter, s'il peut se faire confiance, ça sera connecté à un souvenir, à une empreinte mnémonique douloureuse. Et donc, l'alternative, ce que vous voulez dire, c'est quelle est l'alternative à la punition ? L'alternative à la punition, c'est la conséquence. La vie se charge d'apprendre que ce qui est bien et ce qui est mal, etc. Et mon devoir en tant que parent est d'accompagner mon enfant, le cadrer, le structurer dans cet apprentissage-là. Eh bien, l'alternative à la punition, il y a des règles à mettre à un enfant, etc., le prévenir qu'il sache que toute action a une conséquence directe, a une conséquence naturelle, si tu ne mets pas ton manteau, tu vas attraper froid, a une conséquence directe qui est si tu laisses tomber le verre, il va se casser. Et puis, il y a une conséquence consensuelle qu'on va mettre ensemble, sur laquelle on va se mettre d'accord, qui est, je ne sais pas si tu ne fais pas tes devoirs, voilà ce qui va se passer, etc. Donc, si c'est une conséquence, il a déjà prévu que ça arrive et il peut faire le choix libre de cette action et se faire, à ce moment-là, c'est plus une punition, c'est une conséquence qu'il a choisie. Et donc, il est dans l'expérimentation, il n'est plus dans la peur que ça se reproduise. Et après, il va mettre en place des mécanismes, soit d'évitement, de contournement, etc., soit des mécanismes de résistance. C'est comme ça qu'ils ont échoué, par exemple. C'est très intéressant parce que vous donnez aussi le droit à l'enfant de se tromper, de faire des erreurs et d'assumer les conséquences de ses actes, tout simplement. C'est indispensable pour faire l'adulte autonome et responsable que nous voulons qu'il soit. C'est indispensable. Donc c'est pas en évitant les erreurs, voilà. Donc Madame Sebti, on entend aussi un terme, le subconscient et l'inconscient. Pour moi c'est pareil, mais je sais que c'est pas pareil. Si vous voulez bien m'expliquer la différence entre l'inconscient et le subconscient. C'est absolument pas pareil, merci. C'est une question très confusing, hein. C'est une question qui revient souvent. En plus, en fonction de la langue, subconscient et tout ça, et subconscient, c'est pas pareil. Alors, je vais vous donner le condensé de où en est la science actuellement. Je dis la science, je peux ouvrir des parenthèses. Oui. Je dis la science parce que quand même, Freud a fait le choix, et je suis sûre que ce n'était pas un choix innocent. Il a fait le choix, quand il a nommé l'inconscient, de le nommer en latin et pas dans sa langue, pas en allemand, de manière anglo-saxonne, par le langage anglo-saxon. C'était, à mon avis, une volonté délibérée de lui donner une consonance scientifique, puisque le latin était le nom de la science. Et en tout cas, aujourd'hui, depuis quelques années, il y a la neuroscience qui vient confirmer ou percuter ou infirmer. Et donc, j'ai dit scientifique, j'étais obligée d'amener ça. Pas de souci, je vous écoute. C'est très intéressant. La science, l'inconscient, Freud, il a créé sa première topique en disant il y a un inconscient, un préconscient et inconscient. Vous savez, le fameux iceberg, vous allez sur Google. C'est une sorte d'hiérarchie, Madame Sebti ? Hiérarchie,
c'est un grand mot. Hiérarchie, je dirais qu'il y en a un qui est plus important que l'autre. Oui. Là, c'est une hiérarchie inversée. C'est une hiérarchie inversée puisque c'est les premiers, le premier qui est le plus important, on va dire, mais c'est une conceptualisation. C'est une conceptualisation de l'appareil psychique. Lui, il vous dit qu'il a créé sa topique qui dit que l'appareil psychique se divise en un inconscient, un préconscient et inconscient. Vous m'avez posé une question intéressante. Quelle est la différence entre le subconscient et l'inconscient? Le subconscient n'est pas l'inconscient. Le subconscient est une partie du conscient. Le conscient, c'est ce que je sais, ce que je vois, ce dont je suis conscient. C'est le second inconscient? Le subconscient, c'est le second inconscient. Le second inconscient serait le préconscient. Ah. Si on trace un chemin, une ascension, un chemin vertical, la chose irait de l'inconscient. Donc, toutes les premières expériences, tout ce qui n'est pas perçu par moi, tout ce qui est inconscient étymologiquement, c'est qui n'est pas présent à la conscience, qui n'est pas accessible à la conscience. Donc, tout ce qui n'est pas accessible à ma conscience serait l'inconscient. C'est l'inconscient, c'est tous les schémas qui se sont construits en moi, toutes mes pulsions, toutes mes interdictions que je me suis mise de manière inconsciente à l'intérieur de moi, etc. Ça, c'est l'inconscient. Ensuite, il y aurait le préconscient qui serait, il y a un censeur, il faut que vous sachiez que ce qui fait que nous n'accédons, l'inconscient n'accède pas au conscient, c'est qu'il y a une censure, donc une espèce d'autocenseur, etc. Ensuite, il y a une deuxième instance au-dessus, qui est le préconscient, donc qui est une instance intermédiaire entre l'inconscient et le conscient. Cette instance intermédiaire, c'est elle. Lacan, il parlait de l'inconscient comme étant structuré par le langage. Eh bien, le préconscient, c'est cette partie-là où il y a où l'inconscient arrive vers le conscient et cette transformation-là, cette accession vers le conscient, eh bien, elle se fait à travers le langage. À travers un langage simple, à travers un langage métonymique, bien sûr, certains mots, etc., mais aussi les métaphores. C'est la partie où je peux voir, connecter quelque chose dont je ne suis pas consciente et quelque chose, et une image où je suis consciente. Et puis, il y a le conscient. Le conscient, c'est ce qui fait que je sais. C'est le fameux « je sais ». Descartes, il avait ouvert la voie à cette réflexion sur l'inconscient avec son fameux cogito. Lui, il disait que tout ce qui est je sais, je pense, je conscientise, c'est le cogito. Et lui, pour lui, tout ce qui n'était pas ce cogito-là, il n'y avait pas le terme inconscient à cette époque-là, mais était du domaine de l'automatisme, etc. Et sous-entendu du pathologique, c'était l'inconscient. Mais en fait, tout ce que je suis capable de voir de moi-même, c'est le conscient. Tout ce que je sais de moi-même, je suis capable d'analyser, c'est le conscient. L'inconscient, c'est ce à quoi je ne peux pas accéder. Alors, merci Madame Amel Sebti, si vous permettez. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, si vous permettez, on va prendre une petite pause et on va se retrouver juste après. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Amel Sebti, life coach, hypnothérapeute, psychothérapeute. On est en train de parler de l'inconscient. Hyper intéressant. Bonjour Madame Amel Sebti. Je rappelle nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Madame Amel Sebti, j'ai reçu beaucoup de questions qui vont dans ce sens-là. La plupart de nos auditeurs ont compris que le rôle de l'inconscient est toujours de nous faire des choses qu'on ne veut pas faire. Pour résumer, c'est-à-dire que j'ai envie d'arrêter de fumer, je ne peux pas, j'ai envie de suivre rigoureusement un régime, je n'arrive pas. Est-ce qu'il a des points positifs, cet inconscient, Madame Amel Sebti? À quoi sert-il? Oui, alors, merci beaucoup Manel. D'abord, c'est pas l'inconscient qui nous empêche d'arrêter de fumer ou de commencer un régime, c'est l'inconscient qui contient
pourquoi j'ai commencé à fumer et pourquoi j'ai tendance à compenser certains besoins affectifs par la nourriture. Ça ne signifie pas que je n'ai pas le libre arbitre et que je n'ai pas la possibilité de transformer, de faire des prises de conscience, de reprogrammer, etc. Donc, l'inconscient a énormément de points positifs, bien sûr. L'inconscient, c'est ce qui contient, évidemment, comme c'est un concept qui a été structuré par un univers qui est l'univers de la psychoanalyse. Donc, forcément, il a été d'abord, on en a parlé autour de la pathologie, autour du dysfonctionnement, mais l'inconscient, c'est quand même également le siège de toutes nos ressources, de toutes nos compétences. C'est le siège de ce que nous sommes de plus beau. Il y a beaucoup de gens, moi, qui viennent en thérapie et qui disent « je veux être la meilleure version de moi-même ». La meilleure version de soi, c'est pas quelque chose qu'on va créer, c'est quelque chose qui existe déjà à cet étage-là inconscient. Et tout le travail consiste justement à la faire émerger au niveau du conscient. L'inconscient, c'est la meilleure version de nous. Et c'est aussi le siège de toutes nos souffrances. Et c'est tout le paradoxe et toute la dualité, la complexité de ce concept-là. Le siège de toutes nos souffrances. C'est fort, Madame Amel Sebti. Alors, j'ai reçu un message de Manuel. Manuel, c'est un auditeur fidèle. Ça fait longtemps que j'ai pas reçu de message de Manuel. Manuel, vous me manquez fort. Bonjour Manel, bonjour Madame Amel Sebti. Très bon sujet. Merci pour cette émission riche en découvertes. Manuel, vous étiez où, Manuel, depuis tout ce temps-là? Alors, Madame Amel Sebti, est-ce qu'on peut, avant de nous expliquer comment reprogrammer l'inconscient, est-ce que vous pouvez nous expliquer toutes les manifestations de l'inconscient dans la vie quotidienne? Oui. Alors, il y a un consensus entre les ontologiques, philosophiques, psychanalytiques, psychiatriques, psychologiques, tout ce que vous voulez, neuroscientifiques, sur le fait que l'inconscient s'exprime à nous en permanence. En permanence. En permanence. Carl Jung, il avait parlé des rêves, mais il y a tout le reste. Il y a tous nos actes manqués. On a envie de faire quelque chose et puis on sabote, on a des choses qu'on n'arrive pas à interpréter qui viennent de nous. Il y a tous les lapsus, il y a toutes les synchronicités. Parfois, on croit qu'un truc arrive par hasard comme ça et ensuite on trouve que ça a du sens. Et donc, c'est une partie de nous qui est partie le rencontrer et même le provoquer. Ça s'exprime également par le symptôme. La grande expression de l'inconscient, c'est le symptôme. Il n'y a aucun autre moyen de venir à nous à part le symptôme, donc l'expression par notre corps. L'inconscient s'exprime également par les lapsus, les mots. Alors, on a tendance, c'est intéressant de dire que parfois les gens interprètent le lapsus au premier degré, ou Quand on parle des fois, et il y a un autre mot qui sort comme ça sans pouvoir contrôler. Voilà. Alors on va chercher simplement ce que ça veut dire. C'est beaucoup plus complexe que ça. On est d'accord que c'est beaucoup plus complexe de ça parce que entre un mot, je veux dire la dimension sémantique d'un mot et l'interprétation que nous en faisons, il y a une certaine distance. Mais globalement, dans notre vie, c'est ça les expressions de notre inconscient. Tous les mécanismes d'auto-sabotage, mais également toutes les ressources exceptionnelles. Vous avez des gens, par exemple, qui pensent qu'ils sont totalement... qui développent des ressources, des capacités, etc. exceptionnelles. C'est grâce à la contribution et c'est parfois l'expression de leur inconscient. C'est aussi, bien sûr, les mécanismes de défense, tous les mécanismes de défense. L'oubli sélectif, c'est aussi un mécanisme de défense, Madame Sebti? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Alors, tout à fait. Madame Amel Sebti, c'est un long message. Je vais résumer, j'espère, je tiens à m'excuser auprès de cette auditrice. Je vais prendre juste une partie de son message. Alors, elle dit, l'amour de son enfance, elle ne pense pas à lui dans la vie quotidienne. Pour elle, elle l'a oublié, mais à chaque fois qu'elle s'endort, elle rêve de lui et quand elle se réveille, elle a ces 10 minutes, 15 minutes où elle se dit « je l'aime encore ». Qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant. Moi, j'entends
j'entends un mécanisme peut-être de fuite ou d'évitement. Elle se réfugie dans cette histoire parce que cette histoire doit venir la toucher. Ça ne veut pas dire forcément, il ne faut pas tout prendre au premier degré. C'est peut-être qu'elle l'aime encore, tout simplement. Même si nous ne sommes pas programmés pour aimer toute une vie, mais peut-être qu'elle l'aime tout simplement, mais peut-être aussi que c'est un mécanisme que son inconscient choisit pour fuir une réalité qui ne la fait pas vibrer, peut-être. Intéressant. Alors, Madame Septi, est-ce qu'on peut dire que toujours l'inconscient vaincra la conscience? Il n'y a pas de... Non. On ne peut pas dire les choses comme ça. On ne peut pas dire ça. Toujours est un terme qui veut absolument rien dire. Toujours n'existe pas. Comme jamais d'ailleurs. C'est des concepts qui ne sont plus d'actualité. C'était des concepts qui étaient d'actualité au début de l'humanité, quand la science ne nous a pas permis d'entendre à quel point nous sommes évolutifs, à quel point nous nous adaptons, nous changeons, nous nous transformons, etc. Donc toujours, d'abord, le concept de toujours n'existe pas, non. Mais en plus, il n'y a pas de confrontation. Il y a une dualité, mais il n'y a pas une confrontation. Ouais. C'est pas l'un contre l'autre, c'est les deux ensemble pour moi. Chacun à sa manière, parfois maladroite, parfois, oui. Mais c'est les deux pour moi. Oui, c'est important parce que vous faites passer un message hyper intéressant depuis tout à l'heure, c'est être responsable de ses actes. On ne peut pas toujours dire c'est l'inconscient, c'est pas de ma faute. C'est hyper intéressant, Madame Amel Septi. Il me reste 2 petites minutes, si vous voulez, nous expliquer comment reprogrammer l'inconscient. Toutes ces idées qu'on a l'impression que c'est un automatisme chez nous. Comment travailler sur soi et reprogrammer l'inconscient? Oui, c'est intéressant. Il y a un scientifique fabuleux, en fait, c'est un économiste, mais c'est un gars qui a eu le prix Nobel pour ça, qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a parlé de notre cerveau qui a deux vitesses de fonctionnement. Il y a un système court, un système lent, un système rapide. Qu'il y a une partie de notre cerveau qui est programmée pour fonctionner avec l'automatisme, c'est la partie du cerveau qui veut économiser de l'énergie, en fait, qui fonctionne avec le su, le connu, la répétition, tout ce que nous savons. Et puis il y a un système un peu plus lent qui est le système qui construit, pas celui qui réagit, mais celui qui construit. Et reprogrammer son inconscient, c'est quelque chose comme revenir à ce système lent, sortir du système automatique. Le système automatique, c'est je sais comment ça fonctionne et je n'ai plus conscience et je n'ai plus besoin de me questionner et donc je fonctionne. Et reprogrammer serait quelque chose comme je choisis de porter mon attention et de refaire. Toutes nos croyances, tous nos mécanismes de défense, tous nos automatismes, tout ce que nous sommes, c'est construit par la répétition, grâce à la répétition. C'est quelque chose qu'on fait, qu'on refait, qui se confirme, qui se reconfirme, etc. Et ça s'installe comme ça entre nous. Et donc, ce système rapide consiste à aller prélever, taf, rapidement, comment réagir, comment interpréter. Parfois, on vit une situation et on ne sait même pas comment on a compris ce qui était en train de se passer. On répond aux gens avant qu'ils finissent de parler, etc. Il y a un deuxième système qui est un système lent. C'est celui-là qui nous permet de reprogrammer. C'est prendre le temps vraiment de s'assurer que ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est la vérité. C'est la vérité absolue de ce que je suis en train de vivre. C'est pas ce qui se passe, mais interprété par ce que j'ai vécu dans mon enfance. Il avait Lacan, qui était un psychanalyste, un contemporain de Freud, avait parlé de signifiant, signifié et aussi de référent. Donc lui, il expliquait qu'en fait, dans chaque situation que nous vivons, il y a ce qui se passe vraiment, qui est le référent, vraiment ce qui se passer. Il y a la symbolique de ce qui est en train de se passer, donc l'interprétation symbolique de ce que nous en faisons, et il y a ce que notre imaginaire est en train de nous créer, donc ce que nous pensons que ça veut dire, et donc ce qui nous fait peur, comment ça va se passer, l'anticipation, etc. Eh bien, reprogrammer notre cerveau reviendrait à s'assurer que nous interprétons ce qui arrive en fonction du référent et pas en fonction du signifiant-signifié. D'accord. Est-ce que vous suggérez de créer de nouvelles habitudes petit à petit, par exemple ? Complètement et définitivement. Les affirmations positives sont beaucoup plus puissantes
que ce que nous imaginons. Les affirmations positives, notre cerveau croit ce qu'on lui dit. Pourvu qu'on le lui dise dans des termes simples, rapides, il n'y a pas de notion ni de passé ni de futur, etc., qu'on les formule au présent, ça marche. L'ambiance dans laquelle nous vivons, en changeant simplement l'environnement dans lequel nous vivons, de manière à ce que nous soyons confortables, nous pouvons reprogrammer notre manière de percevoir les choses. En changeant notre environnement, c'est aussi les gens que nous fréquentons, l'accès que nous avons à l'information, etc. Nous rompons les automatismes. Reprogrammer notre façon ou notre perception des choses et non pas changer les choses. C'est notre perception. Hyper intéressant et on va finir l'émission sur cette belle phrase. Je tiens à vous remercier encore une fois, Madame Amel Sebti. J'étais honorée de vous recevoir dans mon émission. Merci du fond du cœur, Madame Amel Sebti, life coach, hypnothérapeute, psychothérapeute sur Casablanca, Maroc. Merci à Madame Amel Sebti. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.